Bienvenue dans cette nouvelle édition du Africa Tonight sur Africa 24. Voici les titres de votre journal. Nouveau coup de théâtre au Soudan du Sud avec les négociations entreprises entre le président Salva Kiir et le chef rebelle Riek Machar. Aucun accord n'a été trouvé à 5 jours seulement de la date butoir. Au Sénégal, Dakar, la capitale pourrait basculer vers un statut spécial qui permettrait au président de nommer par décret le futur maire, une décision largement contestée par l'opposition politique. Et enfin, 572 070 touristes au Burkina Faso en cette année 2019. Une victoire pour les autorités locales qui se démènent pour la reprise de ce secteur face à l'insécurité dans le pays. Mais tout d'abord, dans l'actualité au Burundi, Agathon Rwasa sera le candidat à l'élection présidentielle du parti CNL, Conseil national pour la liberté, parti principal d'opposition. Une élection présidentielle prévue le 20 mai 2020. L'opposant de 56 ans, chef historique des rebelles Hutus des Forces nationales de libération, est considéré comme le principal rival au général Évariste Ndayishimiye, candidat du parti au pouvoir au Burundi. Selon un communiqué publié ce lundi 17 février, le parti CNL se dit déterminé à mener cette campagne électorale jusqu'à son terme. Un scrutin qui s'annonce très serré pour ces deux partis qui s'opposent depuis plus de 40 ans au Burundi. Nouveau revirement dans les négociations pour la création d'un gouvernement d'union nationale au Soudan du Sud. Le chef rebelle Riek Machar a rejeté à nouveau le découpage territorial proposé par le président Salva Kiir. Un découpage qui inclut la création de 3 nouvelles zones administratives. Cette proposition a pourtant été l'une des principales revendications des ex-rebelles. La création d'un gouvernement d'union nationale s'annonce donc encore plus compromise à 5 jours seulement de la date butoir pour régler leurs différends. Un sujet d'Ange Bijou Nomenio. Riek Machar rejette le nouveau découpage territorial. Le chef rebelle sud-soudanais n'est pas d'accord avec le système fédéral à 10 États proposé par le président Salva Kiir. Son refus est accompagné d'une autre annonce, la création de 3 nouvelles zones administratives. Je pense que l'opposition devait négocier avec le président actuel par rapport aux États qui ont le pétrole pour passer à l'étape actuelle de guerre à une étape de post-crise. Et en négociant l'état de post-crise, l'opposition pourra évoluer vers la démocratisation du Soudan du Sud. La création de ces 3 zones administratives risque de poser problème. Une de ces zones est réputée pour être riche en pétrole. Une autre a la réputation d'être minée par des conflits ethniques. La 3e zone, contrôlée par le Soudan, est revendiquée par le Soudan du Sud. La réflexion qui pourrait aider à l'accord de paix, parce que l'accord de paix étant la première étape pour pouvoir évoluer pour que ce pays sorte de cette misère. Donc, si l'accord de paix est la finalité, alors il va falloir que l'opposition ou les opposants puissent aider les 2 personnages qui sont à la tête aujourd'hui, qui pensent à eux-mêmes, pouvoir les aider à pouvoir passer à l'autre étape. Le président Salva Kiir et le chef de l'ex-rébellion Riek Machar sont sous pression pour résoudre leurs différends d'ici à la date butoir du 22 février. Ils doivent former un gouvernement d'union nationale dans le cadre d'un accord de paix. Au Sénégal, le statut spécial de la ville de Dakar reste très controversé, notamment avec l'opposition politique sénégalaise qui voit en ce statut spécial qui permet au chef de l'État de nommer par décret le maire de Dakar, une manière pour le parti au pouvoir, l'Alliance pour la République, de contrôler la mairie de la capitale puisque le parti n'a jamais réussi à gagner cette place durant les élections. Cette perspective suggérée dans le nouveau plan de l'aménagement du territoire a été évoquée par la présidente du Haut Conseil des collectivités territoriales, Aminata Ndiaye. Plus de précisions dans ce sujet de notre correspondant Eladji Ndiaye.
Le Haut Conseil des collectivités territoriales a émis l'idée d'un statut spécial pour la ville de Dakar. Ce statut permettra au président de la République Macky Sall de nommer par décret le maire de Dakar. Cette ambition affichée par le HCCT de donner à Dakar un statut spécial a pour objectif de garantir l'équité territoriale. Dès à présent, je peux vous dire qu'en tout cas l'idée n'émane pas du président, des instances de son parti et de Benno Bokk Yakaar. Donc c'est une idée qui est venue d'une autre structure de l'État. Tout ça montre la vitalité de la démocratie sénégalaise et qu'en fait les gens ont la latitude de se prononcer sur quoi que ce soit. L'opposition sénégalaise estime que l'idée relative au changement de statut de la ville de Dakar est juste une stratégie du pouvoir pour contrôler la mairie de la capitale que le parti présidentiel, l'Alliance pour la République et ses alliés n'ont jamais réussi à gagner. Déjà en 1996, on avait créé la possibilité pour que non seulement les populations élisent leur maire, mais que ces dernières puissent être associées à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques à travers les débats d'orientation budgétaire. Donc c'est un grand recul de la démocratie sénégalaise contre laquelle il faut s'opposer fermement. La bataille pour le contrôle de la ville de Dakar a souvent cristallisé les relations entre le pouvoir et le maire de la capitale sénégalaise. La mairie de Dakar, qui tient un budget entre 65 et 70 milliards de francs CFA, verra son régime supprimé si le projet aboutissait. Cela permettra de mettre en place une gestion municipale sous tutelle de l'État. À noter que le projet de statut spécial de la ville de Dakar avait été introduit au dialogue national de 2017 et rejeté par la totalité des participants, hormis la délégation du pouvoir et ses affiliés. L'agriculture est au cœur de la déclaration de Malabo signée en 2014 en Guinée équatoriale. Cette déclaration engage plusieurs pays africains à accélérer la croissance de l'agriculture dans leur pays et à diminuer de moitié les niveaux de pertes après récolte, et ce d'ici 2025. Néanmoins, en 2020, seulement 4 pays sont sur la bonne voie pour atteindre ces engagements. Un contexte difficile avec un secteur en crise, notamment dû à la sécheresse dans plusieurs pays qui souffrent de l'insécurité alimentaire. Analyse de Victoria Sedji. De faibles avancées pour la déclaration de Malabo dans la mise en œuvre de ces 7 engagements en faveur de l'agriculture. Seuls le Rwanda, le Maroc, le Mali et le Ghana ont obtenu ou dépassé le score minimum de 6,66 requis pour être sur la bonne voie. Bien que 36 États africains ont enregistré des progrès positifs par rapport à leur score en 2017, l'Union africaine déplore un score global moyen de 4,03. L'accès aux intrants et technologies agricoles est essentiel pour améliorer les rendements et la productivité et la quête de l'Afrique de mettre fin à la faim d'ici 2025. Cependant, en moyenne, pour les 6 indicateurs relatifs à l'accès aux intrants et aux technologies agricoles, aucun des États membres n'est sur la bonne voie. D'après l'Union africaine, l'Afrique peine à augmenter le niveau des investissements dans la recherche agricole et le développement à au moins 1% du PIB agricole. Seuls la Sierra Leone et la Tunisie ont réussi ce pari dans la constance. Le Rwanda, lui, présente des indicateurs de performance. Je rends hommage personnellement à toutes les chercheuses et à tous les chercheurs. Malheureusement, on fait des recherches en donnant aux ministres différents ce qu'ils voudraient entendre pour rester à leur place. La déclaration de Malabo a été adoptée en 2014 par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine dans l'optique d'éradiquer la faim en Afrique d'ici 2025. Les États s'étaient alors engagés à réduire de moitié les pertes après récolte d'ici 2025. Inauguration du projet d'élaboration de la carte de fertilité des sols et du nouveau laboratoire d'analyse des sols et des engrais à Yaoundé. Un projet en partenariat avec le groupe OCP Maroc et le Cameroun. Des dispositifs qui, pour les autorités locales, doivent permettre d'évoluer vers une agriculture de seconde génération à travers le renforcement des capacités scientifiques. Les précisions dans ce sujet de Nathalie Mou.
Le projet d'élaboration de la carte de fertilité des sols a été inauguré à Yaoundé, piloté par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural avec le soutien de la Fondation OCP. Le projet va concerner des zones pilotes d'une surface totale de 100 000 hectares dans la région du Nord et dans la région du Centre au Cameroun. Les experts camerounais estiment que ce document sera un important soutien pour l'évolution vers une agriculture de seconde génération. La carte de fertilité va donc définir les propriétés physico-chimiques des 100 000 hectares de la zone pilote choisie. Ceci va donc permettre de mieux orienter les agriculteurs sur le choix des cultures à être pratiquées. Le partenariat entre le Cameroun et la Fondation OCP du Maroc vise à optimiser la fonction de production en améliorant la compétitivité des filières agricoles. De plus, l'organisation marocaine compte offrir 9 formations à des experts camerounais en matière de fertilisation des sols et utilisation raisonnée des engrais. Avec la carte de fertilité, il ne sera plus question de spéculation mais de précision. Précision dans le choix des sols par rapport au type de plante, précision dans le dosage des engrais et tout ceci va contribuer à augmenter les rendements, améliorer la qualité des produits vendus. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural du Cameroun et la Fondation OCP sont liés par un accord signé en 2018. Une entente dont l'objectif est de participer au développement du secteur agricole du pays, au soutien à la modernisation des équipements du laboratoire d'analyse des sols et l'élaboration de la carte de fertilité des sols. Le Burkina Faso ne compte pas céder face à la terreur causée par des actes terroristes à répétition dans le pays. Entre 2013 et 2017, le tourisme avait connu une chute drastique. Les arrivées de touristes étaient donc estimées à l'époque à 30%. Néanmoins, les autorités ont relevé le défi de relancer ce secteur. Un défi qui aboutit petit à petit avec une hausse de tourisme en 2019 de 5,9%. Un sujet de Victoria Sedji. En dépit d'un contexte sécuritaire difficile, le tourisme au Burkina Faso se veut résistant. En 2019, le nombre de touristes dans le pays a augmenté de 5,9%. 572 070 touristes ont visité le Burkina Faso contre 540 390 touristes en 2018. Le nombre de touristes internes a aussi affiché un taux d'accroissement de 8%. Contrairement à une opinion qui laisse croire que notre pays n'est pas fréquentable, celui-ci attire toujours des touristes étrangers. Le secteur a connu véritablement un bond avec l'initiative du ministère de développer le tourisme interne. Pour stimuler et sécuriser l'activité touristique, 161 licences d'affaires ont été délivrées aux entrepreneurs privés en 2019 d'après les autorités pour un investissement de 45 249 millions de francs CFA. Face à la menace, le Burkina Faso choisit de ne pas céder à la terreur. L'exécutif a d'ailleurs lancé fin 2019 un appel à contribution de tous les citoyens pour défendre la patrie. Oui, ça c'est le travail que fait le gouvernement pour assurer. Mais effectivement, il y a des zones aujourd'hui où on peut calmement faire du tourisme de vision. Ça dépend de où vous allez. De toutes les façons, je pense qu'aujourd'hui, ce serait, insensé d'envoyer des gens dans les zones de l'Est, dans les forêts de l'Est où il y a effectivement beaucoup de choses à voir. Mais tout le reste du pays, en remontant du centre vers le sud-ouest et vers l'ouest, il y a encore de la marge pour un certain type de tourisme. Impacté par une actualité entachée par les attaques terroristes, les arrivées de touristes au Burkina Faso avaient chuté de près de 30% de 2013 à 2017, d'après l'Office national du tourisme. Selon le ministère burkinabé en charge de la culture, le taux de croissance des arrivées de touristes récepteurs, même s'il reste faible, soit à 0,01%, n'en demeure pas moins positif. Fin de la deuxième édition du Festival du Rire à Niamey au Niger ce dimanche 16 février. Une rencontre de niveau international qui a pour but de professionnaliser le stand-up au Niger à travers des formations et des initiations pour les jeunes humoristes prometteurs. Au programme, des ateliers, des thé-débats ou encore des spectacles grand public sous le thème « Rions chez vous ». Reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mouktar. Dans l'optique de permettre à une génération de jeunes humoristes professionnels de se développer au Niger, s'est tenue du 10 au 16 février la deuxième édition du Festival Rire à Niamey. Une rencontre internationale visant entre autres la relance du stand-up dans le pays.
Des rencontres personnelles, des ateliers de formation, des débats, spectacles grand public et des spectacles privés intitulés Rions chez vous étaient au menu de cette édition avec pour thème humour, femmes et société. Pour cette édition, nous avons reçu des humoristes venus de 5 pays et chaque pays est porteur d'un festival dans leur pays. Du coup, ça a permis de créer un réseau entre ces 5 festivals qui va permettre désormais au Niger d'envoyer des humoristes au Burkina, au Togo, en Guinée, au Congo-Brazzaville. Doté d'une volonté de faire découvrir la force du stand-up dans la lutte pour donner une place à la femme dans la société africaine, cette deuxième édition des Rires à Niamey a été une occasion d'encourager les femmes à être au cœur de toutes les activités sociales. Grâce à Rires à Niamey que j'ai créé des sketchs que je me lance en fait dans l'humour. Le public nigérien aime beaucoup l'humour. Et pourtant, nous n'avions pas avant des humoristes. Mais maintenant que ça vient de commencer, vous voyez que ça prend déjà en fait. Pendant une semaine, des humoristes stand-uppers venus du Niger et des pays de la sous-région tels que le Togo, la Guinée, le Congo et le Burkina Faso ont rencontré le public nigérien afin de partager et faire découvrir leur passion pour le stand-up et porter un plus au métissage culturel. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.